Bonjour à tous, alors dans la suite de notre podcast Fiscalia, aujourd'hui je suis avec Eliaou Drey, fondateur du cabinet Drey & Co. Bonjour Eliaou. Bonjour tout le monde. Alors Eliaou, nous avons parlé avec Nathaniel dans les 2 derniers épisodes, nous avons parlé du départ de France, donc comment se défiscaliser de France, se déconnecter, l'arrivée en Israël, donc la première année, c'est fortifier la résidence fiscale, et là nous allons parler des revenus qui sont générés à partir d'Israël. Donc en principe, les personnes qui arrivent en Israël s'installent, commencent à travailler. Dans la plupart des cas, ils ont l'habitude de travailler avec la France, mais ils travaillent à partir d'Israël. Donc comment se passe l'imposition de ces revenus ? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand quelqu'un travaille depuis le territoire israélien, depuis l'air qui respire en Israël, comme une jurisprudence l'a si bien cité, il doit payer ses impôts en Israël. C'est comme ça, l'exonération de 10 ans ne marche pas. Quand on travaille depuis le territoire israélien, on doit payer ses impôts en Israël. Donc depuis le territoire, c'est vraiment physiquement, quoi. C'est-à-dire si je me trouve en Israël, je paye en Israël. Mais si je me déplace à 1 heure d'Israël à Chypre, je ne paye pas d'impôt sur les revenus que je génère là-bas. Exactement, voilà. L'exonération des 10 ans est en fait la production active faite hors du territoire israélien. Si on est sur le territoire israélien, il faut payer ses impôts en Israël. Si on travaille à partir d'Israël, quoi. Exactement. Parce que dans le dernier épisode, nous avons parlé avec Nathaniel des revenus passifs qui sont générés, comme par exemple des retraites, des placements financiers, etc. Mais là, étant donné qu'il s'agit de revenus actifs qui sont générés par le travail qu'on fait, donc là, nous sommes imposés et nous devons déclarer en fonction de l'imposition en vigueur en Israël. Exactement. Mais maintenant, il est où j'ai une question. En principe, enfin, tu sais, au cabinet, les personnes qu'on a l'habitude, les clients qu'on a l'habitude de connaître, c'est des personnes qui travaillent dans la plupart des cas avec la France. Donc, ils doivent quand même se déplacer en France. Donc, comment ça se passe concrètement ? Aujourd'hui, ils ont une société en Israël, ou un auto-entrepreneur en Israël, ou un recette marché en Israël. Ils facturent d'Israël, ils partent quand même en France. Donc, en fait, c'est un petit peu un mélange de tout. Alors justement, là, en fait, on parle de revenus mixtes. On dit ça, Akhnasa Mourevet. Là, en fait, on rentre dans une certaine type de transaction, un petit peu à l'international. Donc, le fisc israélien peut permettre, dans ce type de cas, d'exonérer au prorata du nombre de jours passés hors du territoire israélien. Attends, d'exonérer au prorata. On ne va pas faire ça trop compliqué. Donne-moi un exemple vraiment concret. On va prendre un exemple concret. Quelqu'un qui serait parti 100 jours hors du territoire israélien, d'accord, et qui aurait travaillé donc hors du territoire israélien pendant 100 jours, mais il aurait quand même fait toute sa facturation depuis le territoire israélien. Donc là, en fait, le fisc israélien permet d'imposer que 265 sur 365 jours ce montant-là qu'il aurait déclaré en Israël. C'est-à-dire s'il gagne 100 000 euros par an, c'est 100 000 fois 265 sur 365. Exactement. Ça, c'est ce que le fisc israélien permet de facto. Il n'y a aucun souci dessus, puisque, après, bien entendu, s'il y a un contrôle, etc., il faut quand même qu'il prouve quand même que hors du territoire israélien, il a quand même travaillé hors du territoire israélien. En général, dans le genre des clients qu'on va nous gérer, c'est ce qu'ils ont eux. Mais sans principe, c'est pour des déplacements qui sont pour le business. C'est pas qu'il voilà, est parti à Ibiza, bronzer avec sa famille. Ça peut être vérifié en cas de contrôle. Donc voilà, on parle vraiment des personnes qui ont l'habitude de se déplacer régulièrement, comme la petite Alia Boeing qu'il y a eu, ils étaient obligés quand même de continuer à travailler avec la France. Voilà, exactement. Maintenant, après, il y a une autre possibilité également, c'est donc de déduire les fameux per diem qu'on peut déduire quand on est hors du territoire israélien. Ça aussi on peut faire passer, c'est des frais de déplacement ça c'est pour des frais comptables c'est autre chose. Standard, quoi. J'ai pris exprès l'exemple de dire 100 jours, puisque si quelqu'un va travailler, disons, va être 10 jours par an en France. Voilà, 10 jours par an en France. Là, le fisc israélien, il dira, écoute, tu m'as pas suffisamment justifié ton travail hors du territoire israélien. Il a été fourni à 97% depuis le territoire israélien, techniquement. Donc ces 10 jours-là, c'est pas suffisant pour moi. Oui, mais nous, ce qu'on a l'habitude en principe, c'est les personnes qui partent à peu près, disons, 5 jours par mois. Voilà, à la fin de l'année, ça fait 60 jours. Donc on sait déjà en fait qu'on a 2 mois en moins qu'on peut déduire de notre imposition. Exactement. Donc ça, c'est super avantageux. Maintenant, comment ça se passe techniquement ? Donc on fait le bilan et c'est l'expert comptable lui-même qui décide de ça. On a besoin d'avoir quelque chose. Non, en général, on va s'appuyer quand même sur les entrées sorties du territoire. Il faut demander ça au ministère de l'Intérieur, au ministère d'Apnim, pour justement avoir une preuve
tangible et pas simplement un billet d'avion. Les entrées-sorties, d'ailleurs, c'est quelque Voilà. chose qu'il faut préciser, c'est quelque chose qu'on peut demander également en ligne, mais il faut être sur le territoire israélien. Au moment de la demande, Et voilà. c'est censé être délivré sous 48 heures, mais bon, c'est Ouais. souvent sous 48 Ça peut- jours. C'est 48 jours, voire plus. Voilà. Voilà. Donc on a les entrées-sorties, vas-y, continue, excuse-moi, je t'ai coupé. Voilà, donc on a les entrées et sorties du territoire et en fait là on peut faire donc le fameux prorata de calculer donc combien la personne a été donc hors du territoire israélien et combien de temps a été sur le territoire israélien, et là on peut calculer au prorata. Et après bon, l'expert comptable, voilà, enfin, dans le bilan l'expert comptable va noter que voilà, donc le calcul a été fourni, a été fait sur cette base de prorata. Ok, Léo. Donc j'ai compris, maintenant je vais te poser une question à mon avis qui est un peu embêtante, parce que tu te doutes bien, et je vois déjà la réaction automatique des personnes qui vont écouter ça, ils vont dire ok, mais s'ils calculent en fonction du nombre de jours, en Israël, moi je fais un petit travail administratif, en France, quand je suis sur place, c'est là-bas que j'ai créé mon business, c'est là-bas que je fais les vrais rendez-vous, c'est là-bas que je close les deals. Donc, si je devais estimer ou évaluer mon travail, le temps que je passe en dehors d'Israël est beaucoup plus valorisé que le temps que je passe d'Israël. Parce qu'un travail administratif, on ne va pas se le cacher, il y a quand même un prix. Il y a un prix mensuel. Maintenant, si une personne elle a réussi à closer un beau deal en dehors d'Israël, est-ce qu'il y a une possibilité de dispatcher en fait les revenus et ne pas se baser uniquement sur la répartie du nombre de jours en dehors du territoire? Alors ça existe, mais il faut une sorte de spécialiste qui va en fait lui-même, soit ça peut être une légale opinion d'un avocat ou un spécialiste justement de tout ce qui est prix de transfert dans le monde. Ça, il pourrait en fait analyser la situation et en fait dire oui, en fait dans ce cas-là, une personne, par exemple, voilà, il va, comme tu as dit, il va faire de l'administratif, etc. depuis Israël, mais vraiment quand il va être sur le territoire étranger, il va vraiment faire le deal et c'est que comme ça, on a des exemples. On a eu pas mal d'exemples que c'est un peu compliqué quand même. Voilà. Si tu parles de légal opinion déjà, ça veut dire il faut prouver, c'est-à-dire les impôts déjà, eux, ils permettent de le faire selon le prorata du nombre de jours. D'accord. Déjà le prorata, c'est quelque chose d'acquis. C'est d'acquis, voilà, c'est quelque chose c'est d'acquis, acquis. mais il faut quand même faire ça un certain nombre de jours. Oui, qu'il y a un minimum comme tu l'as dit tout à l'heure, bien sûr. C'est pas 10 jours, d'accord. C'est quelqu'un qui est hors du territoire 10 jours par année. Bon, ça Voilà, ça on rentre pas dedans, ça servira à rien de commencer à tergiverser dessus. Maintenant, si quelqu'un il pense qu'il a peut-être une autre façon de calculer, de dire écoute, moi quand je suis vraiment devant la personne et je fais mon deal hors du territoire israélien, alors oui, il y a peut-être façon de c'est marrant, ça me fait penser justement à un client que j'avais eu il y a quelques années qui travaillait avec le Luxembourg et dans son contrat c'était vraiment noté que pour les jours où il est là-bas sur place à vraiment restructurer toute la société et mettre son petit grain de sel, ces jours-là ils sont beaucoup plus le tarif est beaucoup plus élevé que le récurrent qui touche justement. Alors là c'est parfait, c'est justement si quelqu'un en fait a un contrat avec un prestataire à l'étranger et que dedans justement c'est spécifié formellement que pour ce type de travail je te rémunère tant et ce type de travail tu es rémunéré tant, il n'y a pas de quiproquo. C'est pour ça que je t'ai payé. Bon, mais maintenant je continue à t'embêter un petit peu, mais bon, les personnes peuvent préparer ça en amont aussi. Donc c'est-à-dire de préparer. Non, il faudra vraiment justifier. Non, faut que ça soit plausible, d'accord. Faut que ça soit logique. Bon, à la fin, le fisc va être derrière. Il faut être en mesure de pouvoir leur montrer que c'était pas. Quand je suis en France, je prends 10 000 euros par jour, mais quand je suis en Israël, je prends 10 000 euros par an. Faut prouver. Chacun, ça dépendra de son contrat, d'accord. Un ingénieur qui travaillerait, de toute façon, il est derrière son ordinateur, d'accord, et que lui, il va préparer, il va préparer du code, etc. Et que bon, il va quand même faire la livraison devant son client. Il va être quelques jours en France, une fois, voilà. Bon, ce sera compliqué à prouver, d'accord. C'est pas ça qui a fait le deal. Le travail a été réalisé. J'ai compris. Voilà, ça dépend. Ça dépend. Un commercial, par exemple, là peut-être, il pourra dire que sa journée vaut plus quand il est hors du territoire israélien. Un agent de joueur, c'est vraiment sur les déplacements, les deals qui closent là-bas. Par exemple, c'est un commercial. C'est comme voilà, exactement. Donc donc pour résumer en fait, ce qu'on vient de dire, c'est qu'une personne qui a fait son alia, qui travaille en Israël, qui travaille à partir d'Israël avec l'étranger. Donc maintenant, une personne qui travaille qu'avec Israël et qui habite en Israël, c'est complètement. Il n'a pas les 10 ans n'existent pas pour lui. C'est simple, les 10 ans n'existent pas. Et il n'a rien comme optimisation, comme, je sais pas moi, des abattements fiscaux, des avantages. Non, pas par rapport à ça. Pas par rapport à l'exonération des 10 ans. Bien entendu, voilà, il aura. Bon, alors on va en tant que les radage. Voilà, en tant que les radage, dans les 4 premières années de sa alia, il a un peu plus de crédit d'impôt qu'un Israélien normal. Ouais, c'est des Kodot Zikoui. C'est des Kodot Zikoui spéciales pour les radage. Pour le radage qu'on rajoute. Voilà, spécialement. Voilà.
tu demandes, c'est uniquement ça. Même un salarié non peut en bénéficier en fait. Un Exactement, voilà, exactement. Après, bon, derrière, il aura donc ses frais en tant que Osek Morché, Osek Patour. Il aura ses frais normaux, il aura ses crédits d'impôt, ses avoirs d'impôt, etc. Ça, il en aura. Okay. Chacun selon sa situation. Et je peux me permettre aussi d'ouvrir une petite parenthèse, parce qu'on peut quand même parler aussi des salariés et pas que des entrepreneurs dans ce monde. Mais une petite parenthèse sur les salariés. D'ailleurs, je pense que c'est très important de leur préciser que si jamais ils travaillent dans une boîte israélienne et qui sont les Hadash, de bien vérifier que les Nekodot Zikouï, les crédits d'impôt dus au Hadash ont bien été pris en compte. Combien de fois on a vu, Eliaou, que des sociétés n'ont pas mis ces Nekodot Zikouï et c'est pas mal d'argent à la fin. Exactement, bah là on est début d'année quand on fait ce podcast. Donc la plupart des employeurs ont donc demandé à leurs employés de remplir, ça s'appelle le TOFES 101, c'est le formulaire 101. C'est dedans, voilà, exactement. C'est dedans, en fait, on réclame ces Nekodot Zikouï, donc ces crédits d'impôt, l'âge des enfants, on met dedans s'il y a quelqu'un en handicap. Ok. Plein de, voilà, si quelqu'un est divorcé, si le Hadash. Et depuis quand Depuis quand il doit donc donner comme preuve, comme sa Théoudat Olé. Sa Théoudat Olé. Voilà, sa Théoudat Olé pour prouver prouver à son employeur que voilà, tu as le droit de m'octroyer ça dans le traitement à la source que tu Et donc en fait, il va payer un petit peu moins d'impôts que les autres. Mais juste avant de finir cette parenthèse, maintenant, un Olé Hadash salarié qui nous écoute et qui voit qu'il y a 3 ans, son employeur n'a pas mis ça, il y a une possibilité de récupérer, oui, combien de temps ? On peut remonter jusqu'à 6 ans en arrière. Ok, et il doit en fait demander... En fait, il ne va pas voir son employeur, comme on dit, l'année fiscale étant terminée, lui, il n'a plus affaire avec son employé. Là, c'est l'employé qui aura affaire avec le fisc israélien et qui ira réclamer son remboursement. Et qu'est-ce qu'il aura besoin comme document, le concentré de ses salaires? Il y a le TOFES, il fait soit le TOFES 135 ou le TOFES 1301. Le document 135 ou le document 1301. Voilà, exactement. Okay. Auprès du fisc israélien, il donnera ses fiches de paye et avec s'il a fait des dons, pourquoi pas récupérer un peu dessus. Et les fameuses, sa Théoudat Olé. C'est le plus important en fait, la Théoudat Olé, c'est important. Dans ce cas-là, voilà. Mais même dans tout, même quand on veut décaler, on veut un certificat de résidence fiscale, on veut quelque chose, c'est toujours Théoudat Olé, c'est vraiment. Parce que dans la Théoudat Olé, il y a marqué en fait Tahrir Kabbalat Mahamad. Il y a déjà un ministère israélien qui s'est posé dessus, donc c'est le ministère de l'intégration qui lui-même a octroyé ce document-là. Donc. Et qu'il a marqué en plus Tahrir Kabbalat Mahamad. Exactement. Et Mahamad, c'est la date vraiment à laquelle j'ai reçu le statut d'Olé Hadash. Et c'est aussi important de préciser qu'un Olé Hadash, c'est pas quelqu'un qui a eu sa Théoudat Zéhout. Un Olé Hadash, c'est un Toshav Israël la Rishona. C'est un résident israélien pour la première fois. Donc c'est un vrai résident israélien. Exactement. Maintenant, comme tu as précisé, donc par exemple, par rapport au crédit d'impôt, l'Olé Hadash n'aura le droit que pendant 4 ans. D'accord ? Beaucoup de gens confondent les 4 ans et les 10 ans. Ouais. Il n'y a pas 10 ans. Le Olé Hadash, par rapport à l'étranger, il a le droit à 10 ans. Mais par rapport à ses revenus israéliens, d'accord, ses crédits d'impôt, c'est que pendant 4 ans, d'accord, et c'est dégressif. Les Nekodot Zikouï, les avantages comme ça, les abattements, c'est pendant 4 ans. Les 10 ans, c'est surtout sur l'exonération des revenus qui sont générés en dehors du territoire israélien. Exactement. Maintenant, Eliaou, on a parlé de pouvoir déduire ses jours à l'étranger, enfin de faire le prorata. Mais une personne qui a une société ici, une société, c'est une personne morale, une SARL, donc elle ne peut pas bénéficier. Non, la société ne pourra pas bénéficier parce que la société est une personne morale qui n'a donc pas de Nekodot Zikouï et cette société est israélienne, elle n'est pas Ola Hadasha. En fait, la société, elle, c'est une structure juridique distincte qui a un cabis, qui a un numéro, elle n'a pas le Théoudat Zéhout. Exactement. Et le fait qu'elle ait un actionnaire Ola Hadash, c'est pas bon, ok, tant mieux pour elle, mais ça lui donnera. Oh, ok. Sauf. Ok, je vois où tu vas en venir, mais justement, alors, juste avant qu'on arrive là, par contre, donc pour dire, le Osek Patour, l'auto-entrepreneur, c'est lui, c'est Théoudat Zéhout, sa carte d'identité, lui, il peut bénéficier. Le Osek Morché, l'entreprise indépendante, également, il peut bénéficier. La SARL, la Chevra Baham, on a dit que non. Mais maintenant, pour les personnes qui veulent quand même être structurées en société, mais bénéficier de ces déductions sur les voyages qui ont été passés à l'étranger, est-ce qu'il y a une solution pour eux? Et je sens que c'était la société. Alors, on restera en Chevra Baham, d'accord, en société de type société. C'est société en Israël, c'est simple, ils en ont fait qu'une seule, Chevra Baham, d'accord. Mais par contre, on peut la mettre à l'IR, à l'impôt sur le revenu, ça s'appellera Chevra Mishpartit. Mishpacha, c'est la famille. La famille, exactement. On peut être tout seul dans sa famille. Voilà, d'accord. Donc on peut être actionnaire à 100% dans une Chevra Mishpartit. Et l'avantage, c'est qu'en fait, les revenus de cette Chevra-là seront imposés selon le revenu personnel. Donc en fait, c'est une société qui permet de bénéficier du statut de l'actionnaire. Alors que exactement. Qui a un cabis. En fait, elle a un cabis, cette société. Elle a un cabis. Donc c'est parfait. En fait, beaucoup de gens montent ce genre de société.
pour en fait avoir un cabis. D'accord, énormément de gens demandent, je travaille avec la France, on m'a demandé mon cabis. Surtout que la France, on sait que lorsqu'il y a des factures depuis Israël, pour ne pas qu'elle parle d'évasion fiscale, Exactement, etc., ils aiment bien quand ces sociétés... Ils aiment quand ces sociétés, quand c'est structuré, il y a un cabis, c'est une personne morale, voilà, c'est ça, c'est ça de ce qu'ils veulent. Mais l'avantage qu'il y a dedans, c'est qu'en fait, on peut profiter donc de... c'est comme un statut d'Osek Mourché d'un point de vue fiscal. C'est comme un indépendant. Exactement, c'est un indépendant. D'un point de vue fiscal, c'est comme un indépendant. Donc, il aura le droit de faire jouer le statut de prorata, du nombre de jours, etc. Ouais. Et d'un point de vue juridique, il aura cette fameuse protection juridique vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de ses fournisseurs, etc. Donc, et son imposition sera comme un indépendant. Voilà, ça c'est s'il veut jouer sur ça. Maintenant, Oleh Khadash qui n'a pas forcément besoin de jouer sur ça et qu'il a pas mal de revenus. Il a beaucoup de revenus et que il vaut mieux quand même que l'impôt de société reste bloqué à 23% et que c'est bien pour lui. S'il prendra plus, il prendra ça en salaire ou en dividende après. Donc la solution quand même de faire une Khevra BAM normale, même pour un Oleh Khadash, reste quand même souvent. Voilà, donc en fait, voilà, mais ça sera pour quelqu'un qui veut profiter du prorata si jamais il passe un nombre assez conséquent de jours à l'étranger qui peut... Et qu'il a des revenus qui lui permettent d'être imposé à l'imposition en fonction du palier d'imposition. Donc en fait, tu es en train de dire de ne pas se jeter directement sur cette Khevra Mishpartit. C'est oui, une société familiale qui peut avoir de superbes avantages, mais à la fin, on n'a pas un impôt société bloqué à 23 et on sera imposé en fonction de notre palier d'imposition, de l'imposition dans laquelle on se trouve. Bien entendu, chacun, cas par cas. Cas par cas. Donc si vous voyagez beaucoup à l'étranger et que vous avez quand même besoin d'être structuré en société et que vos revenus vous permettent quand même de ne pas dépasser, exploser tous les paliers, alors oui, ça serait une superbe solution. Exactement. Maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que cette Khevra Mishpartit, techniquement, on peut en fait passer donc de la rendre Mishpartit au début de son activité. Et au bout de quelques années, admettons, la personne va beaucoup moins voyager ou ses 10 ans s'arrêtent. On peut en fait, cette même société, la faire passer en Khevra BAM normale, en IS. Ah, tu peux changer? Non, après on ne pourra pas revenir. Ça veut dire, on peut commencer en Khevra Mishpartit, donc avec un impôt sur le revenu normal, comme un Osek Mourché, l'utiliser pendant X années. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. J'en prends en fait pendant les 10 ans, surtout pour nous. Quoi. Surtout pendant les 10 ans. C'est ce qu'on souvent on va le préconiser, ça pendant les 10 ans. La personne c'est pas mal ce que tu dis. Et après, en fait, elle va. Après, cette même société, pour éviter de la fermer, d'en ouvrir une nouvelle, on va en fait la basculer en Khevra normale imposée à l'IS. Actuellement, c'est 23% en 2024. Et c'est tout. Par contre, on ne pourra pas faire le jeu inverse. Non, ça a été aboli il y a quelques années. En fait, c'est sympa ce que tu dis, parce que tu dis, déjà, pour économiser les frais, on sait que pendant les 10 ans, on peut bénéficier de séjours à l'étranger qui sont déduits. Donc, on essaye de l'optimiser au maximum. À la fin de 10 ans, on ne peut plus jouer sur séjours à l'étranger. Donc là, c'est possible que cette société familiale ne vaut plus le coup. Et là, la personne veut une SARL. Donc, il peut la rebasculer en SARL. Mais ça peut être aussi... Ouais, en fait, c'est un super avantage. Ça peut être un très bon avantage. Et moi, je pense que ça peut être un très bon avantage aussi pour les personnes qui ne savent pas combien de revenus ils vont avoir. De commencer en Mishpartit. Et que si vraiment ils voient que ça cartonne et qu'ils n'ont pas voyagé beaucoup, et bien là, de la passer en Alors, je vais donner une petite astuce. Ceux qui sont dans le high-tech, justement, mettons quelqu'un, il a une super idée d'high-tech, il fait une start-up. En fait, au début, on sait très bien les start-up, elles ont énormément de frais. Donc, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre sa société en nom propre. Donc, en fait, toutes les pertes qu'il va avoir, elles vont se mettre directement sur son statut personnel. Donc, il va avoir des pertes qui ne sont pas, en fait, bloquées dans une société qu'il ne pourra jamais utiliser. Mettons demain, sa start-up, elle ferme parce que son idée est tombée à l'eau. En perso, ça lui-même, en fait, il aura une déduction personnelle il aura des pertes personnelles mises dans son dossier. Qui peut être compensé envers compte. Imaginons il est également salarié dans une autre boîte, une autre start-up où là-bas il gagne 1 million de shekels par an. Ça peut être compensé. Ça sera l'un contre l'autre ou ces pertes-là seront reportées au fur et à mesure des années. Elles peuvent être compensées envers des pertes financières sur des placements. Exactement, ouais. Parce que c'est une part de business. Mais en fait, c'est un très bon montage. C'est une petite astuce, c'est pas du tout une petite astuce. Alors, en fait, c'est quoi le hic là? Non, il n'y a pas de hic. En fait, ce qu'on peut faire, c'est en fait donc faire une Khevra Mishpartit comme ça pendant quelques années. Et le jour où c'est bon, le produit, ça y est, de la start-up peut être commercialisé. Donc à ce moment-là, on va comme faire rentrer des investisseurs. À ce moment-là, on la bascule, on quitte le schéma de Khevra Mishpartit et en fait, on fait rentrer des actionnaires. Et en fait, dedans, donc on oblige plus qu'elle est plus Mishpartit, donc elle est plus familiale. Et là, on la rebascule à l'IS. Mais pendant toutes ces années-là, on a quand même celui qui a parce qu'en fait, ouvert la société, il peut profiter. Parce qu'en fait, on peut dire que le type qui a ouvert en Khevra Mishpartit et qu'il a vraiment accumulé des pertes là-dessus, c'est des pertes qui peuvent bénéficier en perso. Exactement. C'est-à-dire quand on dit Mishpartit, ça remonte vraiment jusqu'en haut, quoi. Exactement. Ça veut dire c'est lui qui gère tout,
C'est lui la holding de sa boîte, en fait. Exactement. Techniquement, oui. Techniquement, c'est ça. Ah, mais Voilà. c'est super. C'est super. Donc, Après, Mishpartit, c'est le bon. Comme on dit, le mot Mishpartit, c'est familial. Et bon, bien entendu, il peut mettre quelqu'un de sa famille aussi dedans. je crois qu'il y a quand même. Proche, faut être proche. Voilà, il y a des petites restrictions quand même. Voilà, parents, femmes. Et je crois qu'on peut faire l'imposition sur un des actionnaires. Bon, c'est un peu un petit peu. Bref, c'est on va pas rentrer dans ça. Un autre podcast dessus aussi. Voilà. Ouais, donc la Reva Mishpartit, c'est intéressant pour les personnes qui partent à l'étranger. Bon, une personne qui part pas beaucoup à l'étranger, qui travaille d'Israël et qui a pas besoin de facturer la France, on n'élimine pas le Osek Morché, le Osek Patour. Non, voilà. Bon, c'est vraiment, ça vraiment, comme je l'ai dit, voilà, ça va vraiment concerner un certain type de personnes. Pas du tout pour tout le monde. Voilà, donc... En fait, Eliaou, tu vois, avec tes précisions là, t'es justement en train de justifier le fait que les personnes qui viennent et ils disent « Ah ouais, mon copain, il a fait une BAM, moi aussi je veux une BAM », ça veut rien dire. Mon copain, il a ouvert une SARL, moi aussi. En fait, c'est cas par cas. Il suffit que tu aies voyagé 5 jours de plus par mois que ton copain, ça valait pas le coup pour toi, la SARL. Il suffit que tu facturais pas à la France et que le fournisseur en France, il s'en fout. Qu'une société ou non, ça se trouve, tu aurais pu rester en Osek Morché. Exactement, c'est exactement ça. C'est cas par cas. Et pourtant, les gens ont tellement l'habitude de dire en Israël, bon, on a 3 structures et c'est tout. Non, en fait, c'est pas ça. C'est en Israël, c'est vrai qu'on a 3 structures connues, Osek Patour, Osek Morché, Chevra Baham, mais il y a des optimisations pendant les 10 ans qui peuvent être vraiment super. Et en fonction de l'activité. Comme tu dis, par exemple, le high-tech, tu nous as donné une super assise sur le high-tech, et ça peut être pour aussi plein d'activités. Donc, pour résumer ce qu'on a dit aujourd'hui, parce que c'était super intéressant en tout cas, pour résumer ce qu'on a dit aujourd'hui, les personnes qui travaillent à partir d'Israël, le fait que vous travaillez à partir d'Israël, vous êtes imposé en Israël, c'est une imposition qui est territoriale. C'est vrai que l'imposition ne va pas prendre en compte les revenus qu'il a en dehors du territoire sur son palier d'imposition, mais ce qu'il gagne physiquement à partir d'Israël, rappelez-vous de l'exemple, je travaille d'Israël, je suis imposé en Israël, et il suffit que je prenne mon ordinateur et que j'aille à Chypre, je ne serai pas imposé. Donc physiquement, ça compte énormément. Vous travaillez avec la France, les déplacements peuvent être déduits, à moins que vous soyez en SARL, et là, l'option de la société familiale qui peut être intéressant. Et pendant les 10 ans, des fois, peut-être opter, et après la repasser aussi en SARL. Bon, en tout cas, c'était très clair. T'as quelque chose, j'ai oublié quelque chose, une recommandation? Prenez conseil. Voilà, toujours, ne sautez pas sur le... C'est un domaine assez complexe, d'accord? Faire attention. C'est pas bon, mon copain est là, je veux la même chose. Ouais, c'est pas j'ai vu sur internet, bon, ok, ouvre-moi une comme ça. Parce que des fois, en fait, d'ouvrir une Chevra Baham, on peut pas la passer en Mishpartit. Donc il suffit qu'une personne a ouvert une SARL et qu'après il écoute le conseil d'Eliaou qui lui dit « Mais la familiale, elle était 100 fois mieux pour toi », il doit payer des frais de fermeture et des frais d'avocat, etc. Alors que... À faire attention, mais bon, c'est comme on dit, c'est même peu importe ce que quelqu'un va prendre comme décision, quand il a pris une décision en 2023, il peut annuler ce qu'il a fait. Pas annuler ce qu'il a fait, mais au bout de dire, ok, j'ai fait une gaffe avant, à partir de 2024, je veux basculer sur ce type de service parce que je pense qu'optimiser fiscalement d'une meilleure manière, ça peut le faire, on peut toujours le faire. Ouais, surtout que des fois, si on voit qu'on va gagner encore sur les 9 prochaines années, le nombre de choses qu'on peut gagner avec les déplacements et tout, donc des fois, mieux vaut arrêter les dégâts, recommencer, réouvrir une nouvelle page. Bon, merci beaucoup Eliaou, et merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à vous. Au prochain épisode, on t'attend. Avec plaisir. Allez, à bientôt tout le monde. Au revoir.